Bonjour à tous, nous sommes avec Nicolas Alcher, titulaire d'un master en santé publique. C'est l'invité de marque que nous voulions absolument recevoir, notamment pour discuter de ces données post-vaccination qui ont récemment été évaluées par des pairs et publiées dans de très bonnes revues scientifiques. Vous avez vu sur X et dans d'autres médias des rapports sur toutes sortes de syndromes post-vaccinaux, caillots sanguins, myocardite, péricardite et même la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ainsi que d'autres affections loin d'être bénignes, bien que décrites comme telles par de nombreux vérificateurs de faits. Ces cas ont été signalés sur X, mais vous n'aviez pas forcément l'opinion d'un expert dont c'est le métier, un spécialiste en santé publique, quelqu'un dédié à la santé publique, qui maîtrise les statistiques biologiques, médicales et les politiques de santé, et qui a pris le temps de regrouper ces données et de synthétiser leurs résultats. Eh bien, j'ai de mauvaises nouvelles. Les résultats sont assez effroyables. Mais malgré tout, le premier devoir de la charte de Munich pour les journalistes est de rapporter la vérité, quel que soit le risque pour nous-mêmes. Donc, Nicolas Alcher, c'est un plaisir de vous avoir dans notre podcast. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pourriez-vous d'abord nous parler de vous, car c'est la première fois que nous vous recevons et nous espérons vous avoir à nouveau, car votre capacité à synthétiser les données de santé publique est vraiment excellente et vous vous êtes vraiment consacré au dossier sur les maladies post-vaccinales. Dites-nous exactement qui vous êtes, pourquoi vous avez choisi d'étudier la santé publique et comment vous en êtes venu à documenter ce scandale majeur. J'apprécie vraiment ces mots aimables. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. Je m'appelle Nicolas Holscher. Je suis épidémiologiste, actuellement à l'université de la Fondation McCullough. Le président de cette fondation est le docteur Peter McCullough. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Depuis 2023, à la Fondation McCullough, nous avons mené plus de 20 études scientifiques examinant le profil des effets indésirables des vaccins contre le Covid-19, ainsi que des sujets comme la grippe aviaire, les traitements contre le virus SARS-CoV-2 et les traitements des blessures vaccinales. Plus de 20 de ces études sont maintenant publiées dans la littérature évaluée par les pairs. Ce qui m'a conduit à la santé publique, c'était en 2020, juste au moment où la pandémie a été annoncée, quand nous avons entendu parler de ce nouveau virus provenant de Wuhan. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'étais très préoccupé par ces efforts coordonnés à l'échelle mondiale, où tous les gouvernements faisaient à peu près la même chose. Ils imposaient tous les mêmes confinements. Beaucoup suivaient les mêmes protocoles hospitaliers. Beaucoup supprimaient certains traitements, comme l'hydroxychloroquine. Permettez-moi d'intervenir, car il y a deux points à souligner. Premièrement, l'idée que ce virus provienne du laboratoire P4 de Wuhan n'était pas un fait établi à l'époque, mais elle a été fortement interdite. En Europe, on pourrait parler d'une terreur intellectuelle concernant sa divulgation. Quiconque suggérait qu'il pouvait être artificiel ou amélioré par des recherches de gain de fonction était lourdement censuré en France. On qualifiait cela de théorie du complot. Et finalement, il s'est avéré que c'était vrai. Même les principales agences de renseignement mondiales, comme celle de l'Allemagne, ont reconnu, selon la presse allemande du dernier trimestre, que c'était la possibilité la plus probable que le virus provienne du laboratoire de Wuhan. La CIA, bien sûr, et même Tulsi Gabbard, qui n'est pas secrétaire mais directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard l'a confirmé après avoir reçu des rapports.
Nous avions donc cela. L'objectif de ce podcast et le fait que vous soyez un professionnel de la santé publique est aussi en quelque sorte de séparer le vrai du faux, car il était très difficile d'étudier les pistes les plus probables. Il en va de même pour les effets indésirables et les confinements d'ailleurs. Nous avions la même terreur intellectuelle. Chaque fois que vous mentionniez qu'il n'y avait aucune preuve scientifique que les confinements fonctionneraient, ou qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques sur les pertes projetées du Covid-19, notamment l'étude de Ferguson qui était absolument non scientifique, vous étiez attaqué. Récemment en France, un groupe de chercheurs a dû retirer un article parce qu'il prétendait que l'hydroxychloroquine avait tué 17 000 personnes selon leur modèle. Une étude précédente dans The Lancet en 2021 affirmait qu'elle avait tué au moins 500 000 personnes et il s'est avéré que les données étaient fabriquées. Il est donc crucial, avant même de commencer, de se souvenir que cela a vraiment été un combat pour la vérité. Dans votre cas, vous êtes assez jeune, ce qui rend votre démarche particulièrement courageuse, car vous auriez pu choisir une voie beaucoup moins risquée. Mais en fin de compte, c'est vraiment un service public. Parlez-nous un peu plus des confinements, par exemple. Ils ont été prescrits, mais en termes de santé publique, il n'y avait absolument aucune preuve qu'ils fonctionneraient. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des preuves qu'ils aient fonctionné à un moment donné. Les confinements, non seulement ils ont absolument décimé l'économie mondiale et les économies locales, détruit les petites entreprises, mais ils ont causé un immense préjudice psychologique à la population, augmenté les taux de dépression, de suicide, l'utilisation de drogues, les suicides et même la mortalité, car les gens n'étaient pas en aussi bonne santé. Ils n'allaient même pas à l'hôpital, les personnes atteintes de cancer. Ils avaient peur des hôpitaux, donc ils n'étaient pas diagnostiqués. Ces confinements ont causé tellement de torts. Et malheureusement, le problème avec les confinements, c'est qu'on impose un confinement, d'accord? Il y a un virus qui circule, cela peut le ralentir, mais ça ne l'arrêtera jamais. Le virus finira toujours par se propager, que vous confiniez ou non. Vous pouvez le ralentir un peu, mais vous causez tellement de dommages en contrepartie. Et donc, ça ne vaut pas la peine de confiner. Mais quelle était la logique? Pourquoi ont-ils réussi à vendre cela aux responsables de la santé publique? En France, par exemple, on nous a vraiment dit que les personnes qui s'opposaient au confinement étaient anti-science. Ils nous traitaient d'anti-science, alors qu'en réalité, les personnes qui mettaient en place les confinements étaient anti-science, car elles n'avaient aucune idée si cela fonctionnerait, car cela n'avait jamais vraiment été fait à ce stade. Donc oui, je les qualifierais d'anti-science pour avoir imposé des mesures de contrôle draconiennes à la population. Ce n'était donc absolument pas fondé sur des preuves. En tant que professionnel de la santé publique, vous pouvez confirmer cela, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Pas fondé sur des preuves, y compris les 6 pieds de distanciation sociale, n'est-ce pas? Ça venait d'Amérique. Je ne suis pas sûr si ça venait aussi de France. Est-ce qu'ils avaient cette règle des 6 pieds? Ça a été mis en place aussi. Même si nous avions le système métrique, nous avions une règle de 2 mètres, mais c'est la même chose, vous savez, comme dans Pulp Fiction avec le Big Mac, mais au final, nous avions à peu près les mêmes absurdités. Oui, et ils ont juste sorti ça de nulle part, n'est-ce pas? Ils ne savaient pas si c'était 6 pieds, 2 pieds, 1 pied ou 1 mètre. Ils n'en avaient aucune idée, mais ils l'ont inventé. Et même Anthony Fauci l'a admis. Oui, oui, c'est vrai. Je veux dire, vous le dites de manière décontractée ici parce que vous en avez vu des vertes et des pas mûres, si je puis dire. Mais nos spectateurs sont comme, d'accord, décontractés. Je veux dire, j'ai dit que la presse allemande a complètement reconnu qu'ils savaient depuis le premier jour que, bien sûr, le P4 de Wuhan était le principal suspect et nous n'étions même pas autorisés à le dire. Et maintenant, vous dites, oui, Anthony Fauci a admis que ces mesures n'avaient absolument aucune base scientifique, même si les gens qui s'y opposaient étaient traités d'anti-science. Oui, et c'était le principal problème à l'époque. Et en fait, je veux dire, maintenant que nous parlons d'Anthony Fauci,
et de toutes les choses qu'ils ont faites et de toutes les politiques qu'ils ont mises en place, ici en Amérique, ils font l'objet d'une enquête criminelle. Il y a en fait des renvois criminels qui ont été envoyés aux procureurs généraux de 7 États américains. Et donc ces personnes qui ont mis en place ces politiques sont en train d'être enquêtées. Eh bien, c'est déjà une bonne nouvelle. En France, nous avons eu une folie absolue. Par exemple, il était de politique officielle que vous deviez boire votre café assis. Mais si pour une raison quelconque vous le buviez debout, au bar ou ailleurs, eh bien, vous mettriez votre vie en danger et celle des autres. Ensuite, il était aussi de politique officielle que vous deviez avoir des salles à manger différentes, pas des tables, des salles pour les personnes âgées et pour la population générale, pour Noël et pour les jours fériés en général, comme le Nouvel An. Et les gens ont gobé ça volontiers. Je suppose qu'ils avaient trop peur pour en discuter, mais c'était des temps effrayants. Je pense que les gens documenteraient cela comme une sorte de folie publique. Il y a eu un épisode en Europe où il y avait, je crois, la maladie de la danse. Je ne pense pas que ça s'appelait comme ça au Moyen Âge, mais en France, ça s'appelait quelque chose comme la maladie de la danse. Il y avait des gens dans une ville, peut-être Strasbourg, je ne me souviens pas exactement, qui dansaient pendant 48 heures d'affilée et ne pouvaient pas s'arrêter. Et c'était une sorte de folie collective qui n'a pas encore été expliquée. Eh bien, nous avions ces trucs de distanciation sociale et les masques aussi, qui n'ont pas non plus montré leur efficacité et qui ont montré, bien sûr, des problèmes pour l'environnement, le papier, la pollution, plus les autres polluants qui étaient inhalés et absorbés et tout ça. Et le niveau d'oxygène dans le sang. Je veux dire, oui, et vous avez mentionné l'impact psychologique. Cela a également été démontré sur les jeunes enfants en Europe en général. Devoir aller à l'école avec un masque alors qu'ils développaient leurs compétences sociales, la reconnaissance faciale et la manière normale dont les gens devraient apprendre à être des animaux sociaux. Eh bien, ils étaient masqués tout le temps et ça a causé beaucoup de dégâts. Donc d'abord, vous allez bien sûr montrer les preuves massives que vous avez compilées et analysées, et systématiquement avec une taille d'échantillon extrêmement significative statistiquement, mais j'aimerais que nous passions d'abord par des anecdotes. Je sais que ce n'est pas scientifique, mais étant un podcast, nous devons mettre des visages sur les victimes. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Lisa Shaw. C'était une journaliste de la BBC à la British Broadcasting Corporation. Et quand elle est morte, il a été reconnu, indiqué sur le certificat de décès, qu'elle est morte de l'injection d'AstraZeneca. Elle a eu un accident vasculaire cérébral. Et puis vous aviez le musicien de rock, Lord Zion, toujours en Grande-Bretagne. Il est mort dans des conditions horribles. Il avait un œdème cérébral. Et il criait tout le temps et a fini par décéder. Et c'était absolument horrible. Ils ont dû le trépaner, donc ouvrir le crâne et essayer de soulager la pression. Et il est quand même mort dans une douleur atroce. Et il a été indiqué sur son certificat de décès que l'injection d'AstraZeneca en était bien responsable. Depuis lors, nous avons eu quelques collectifs dans le monde entier. Il y a le Died Suddenly, je suppose que vous les connaissez. Le collectif Died Suddenly, ou je ne sais pas comment vous les appelez, association ou groupe, qui a fait l'effort de mettre des visages sur tous ces noms de personnes mortes, de caillots sanguins, d'AVC ou d'autres effets indésirables des vaccins. Réalisez-vous cependant qu'en Italie, vous aviez aussi Trajan Calansea, j'ai oublié de le mentionner, et nous avions Maxime Beltra. Je veux vraiment dédier cette émission à lui et à son père courageux qui a fondé le collectif Verity France également. Donc il y en a pas mal dans le monde entier. Il y avait aussi Sofia Benaira et je voulais mentionner toutes ces personnes par leur nom et j'ai pris le temps de les connaître par cœur, pas pour cette émission. Je les porte avec moi car je sais que c'est important. Et réalisez-vous cependant que nous avions un ministre de la Santé français qui a dit publiquement en 2023 qu'il n'y avait aucun effet indésirable des vaccins.
Il a dit cela, bien sûr, il était interdit de le dire en 2020, 2021. Mais il l'a dit dans une émission financée par des fonds publics en France, disant: Regardez, il n'y en a aucun, zéro, aucun effet indésirable. En tant que scientifique, expert en santé publique, pouvez-vous nous dire si ce ministre mentait ou non? Ce ministre mentait de toutes ses dents. Soit il mentait de toutes ses dents, soit il lui manque environ la moitié de son cerveau. Et donc, il y a des milliers d'effets indésirables qui ont été classifiés et qui peuvent probablement survenir après ces vaccinations. Et donc, je ne dirais pas qu'il n'y a aucun effet indésirable après ceci. C'est la déclaration la plus irresponsable qui pourrait sortir de la bouche d'un responsable gouvernemental. C'est absolument choquant. Alors, lesquels étaient les plus désastreux? Je suppose la myocardite, les AVC, la péricardite, lesquels autres? Oui, nous allons passer en revue tous ces types de décès qui peuvent survenir dans ces études que je vais présenter. Mais je dirais que les plus graves sont, vous avez raison, ce qui concerne la myocardite, c'est qu'elle est vraiment courante. C'est l'un des effets indésirables graves les plus courants, car elle entraîne un taux de mortalité d'environ 10 à 20%, environ 98%. Permettez-moi de vous arrêter là, car encore une fois, vous ne connaissez pas nécessairement le contexte. En France, nous avions encore un vérificateur de faits financé par des fonds publics, en gros un fonctionnaire, qui a dit publiquement, a posté sur X, que la myocardite peut être guérie très facilement. Maintenant, vous me dites que c'est pratiquement la roulette russe. Vous me dites 20% de chances de mourir. Ce sont des probabilités pires que la roulette russe, correct? Oh, bien pire, car quand vous avez une myocardite, votre cœur s'enflamme et ensuite il cicatrise, car c'est la réponse auto-immune, et vous êtes laissé avec des cicatrices irréversibles, donc des dommages cardiaques irréversibles, et cela réduit votre espérance de vie d'environ 5 ans. En fait, la plupart des gens ne vivent pas au-delà, je crois, de 20 ans après un diagnostic de myocardite. Et c'est absolument grave. Vous savez, tout type de dommage cardiaque. Permettez-moi de clarifier. Vous dites que la plupart des myocardites, ou du moins plus de la moitié dans les pays riches peut-être, équivalent à une condamnation à mort sur 2 décennies. Je dirais oui, car il y a des risques considérablement accrus d'autres affections cardiaques, d'autres anomalies de conduction électrique dans le cœur, y compris l'arrêt cardiaque soudain. C'est une autre étude que nous allons examiner. Et nous allons aussi examiner une étude qui a regardé à l'intérieur des cœurs de personnes ayant reçu 5 doses, et cela montrait des microcicatrices. Donc ces personnes ont des microcicatrices, et nous verrons pourquoi cela se produit. Encore une fois, vous êtes aussi devenu une sorte de journaliste citoyen, même si vous êtes un spécialiste de la santé publique, car en ce moment, respecter ce premier devoir, adhérer à ce premier devoir de la charte de Munich, c'est-à-dire mettre le public en contact avec la vérité, peu importe les risques pour nous-mêmes, n'est pas vraiment fait par les médias en ce moment. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment fait en ce moment. Oui, ce n'est pas fait en ce moment. Les médias traditionnels sont complètement compromis par les grands intérêts pharmaceutiques. Ils ne partagent aucune de ces études. Littéralement, il y en a eu tellement qui sont sortis ces derniers mois, montrant des dommages absolument choquants, et pas un mot de Fox News, CNN, MSNBC, BBC, vous savez, pas un mot. Ils pourraient rapporter une étude montrant quelques petits effets indésirables, mais ils ne vont pas rapporter les grandes. Et donc, les médias alternatifs sont devenus extrêmement importants. Pensez-vous que c'est pourquoi, par exemple, le secrétaire à la santé, Robert Francis Kennedy, veut interdire la publicité pharmaceutique à la télévision, par exemple? Oui, c'est exactement pourquoi. Vous savez, ils ne devraient pas faire de publicité à la télévision, n'est-ce pas? C'est pour vous et votre médecin, n'est-ce pas? Vous allez chez votre médecin et il vous dira de quel médicament vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le hurle dessus pendant que vous regardez votre émission préférée en essayant de vous le vendre comme des bonbons. Et ensuite, ils énumèrent tous ces effets indésirables comme
Oh, ça causera la mort, ça causera le cancer, vos membres tomberont. Je veux dire, c'est juste ridicule. Donc oui, je veux dire, vous aviez en Amérique, aux États-Unis, vous aviez l'Oxycontin. Comment appelez-vous ça? Oui, Oxycontin. Le scandale de l'Oxycontin. Eh bien, cela m'a vraiment marqué quand vous avez dit les vendre comme des bonbons, car il a été complètement prouvé qu'ils vendaient de l'Oxycontin, qui est un sacré opioïde, comme des bonbons, même à des petites filles qui s'étaient foulé la cheville, et ils les mettaient sous Oxycontin à petite dose, comme de bons dealers, et ils l'ont fait pendant plus de 20 ans. Et plus de 500 000 personnes sont mortes, ce qui représente environ 10 fois le nombre de soldats américains morts au Vietnam. Et eh bien, personne n'est allé en prison. Je veux dire, vous aviez des mises en accusation, vous aviez des accords de plaidoyer, et au final, c'était comme si de rien n'était. Donc, c'est vraiment un sujet d'intérêt public. D'ailleurs, en tant que maître en santé publique, pourriez-vous nous dire si des études en double aveugle étaient obligatoires pour tout ceci? Ont-elles même été réalisées? Quand le professeur Didier Raoul en France, par exemple, a mené une étude préliminaire sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine, qui a été démontrée en 2005 comme étant utile, efficace contre le SARS-CoV-1, la première variante, bien sûr, pendant l'épidémie de SARS, car elle alcalinise les vacuoles dans la cellule et parvient à augmenter l'efficacité de l'azithromycine, qui est un antibiotique, mais fonctionne aussi dans ce cas. Eh bien, il a été immédiatement attaqué dans les médias parce que son étude n'était pas en double aveugle, ce qui, comme il s'est avéré, aurait été illégal, car cela aurait été, vous savez, des expériences illégales sur des patients, ce qui est assez mal vu, même en France. Donc, je veux dire, parlez-nous de cette double norme des doubles normes, car on dirait que les doubles aveugles sont requis et mandatés dans certaines études, et pour une raison quelconque. Les injections d'AstraZeneca, de Pfizer, de Janssen et de Moderna n'ont jamais été testées en double aveugle. Exactement. Quand nous publions des études qui veulent des données de sécurité réelles, quand nous ne publions pas d'essais contrôlés randomisés en double aveugle, oui, nous sommes attaqués, diffamés et étiquetés comme charlatans. Mais vous avez raison. Quand AstraZeneca, Pfizer et Moderna le font pour leurs injections génétiques expérimentales nouvelles, personne ne dit un mot et ils s'en sortent parfaitement. Et en fait, quand ils déploient des doses de rappel, ils ne les testent pas du tout. Ils ne les testent pas du tout. Ils affinent le code génétique. Ils le sortent de la chaîne de production. Aucun test humain, peut-être quelques souris, et c'est tout. Donc des doubles normes absolument ridicules. Oui, c'est choquant quand vous avez dit peut-être quelques souris, les animaux, les doses de rappel ont été testées sur eux. Je veux dire, il n'y avait absolument aucune fiabilité scientifique. Et encore une fois, je veux dire, les gens ont suivi. C'était correct. Enfin, vous pouviez attaquer quelqu'un qui a guéri 30 000 patients en France. C'est le professeur Raoult. Il a été récemment interviewé en Amérique aussi. Mais vous savez, encore une fois, tester ces thérapies géniques expérimentales qui, incidemment, nous devons expliquer à notre public que selon les dossiers de la SEC de Moderna, parce que Moderna a déposé pour, vous savez, ils ont fait une introduction en bourse récemment, je veux dire il y a quelques années, mais ils ont dû déposer. Et bien sûr, leur seule propriété intellectuelle concernait les injections d'ARNM, qui est dans leur nom, n'est-ce pas? Moderna, je veux dire RNA. Et eh bien, ils ont dit, selon les connaissances actuelles, notre technologie est une thérapie génique. C'est ce qu'ils ont déposé pour la SEC. Pourtant, si vous disiez autant sur les chaînes publiques en Europe, par exemple, vous seriez étiqueté comme théoricien du complot. Donc d'un côté, et c'est le genre de dissonance cognitive que nous voyons tout le temps. Je veux dire, vous dites, regardez, vous aviez un ministre en France qui disait que ces injections n'avaient aucun effet indésirable. Comme, vous savez, lisez sur mes lèvres, à la Ronald Reagan. Et je veux dire,
En même temps, vous aviez une liste d'entre eux et vous aviez une liste, je veux dire, contractuellement parlant, légalement parlant, ils divulguaient ces effets indésirables pour ne pas avoir à payer pour la responsabilité. D'ailleurs, est-il vrai qu'à ce jour, Pfizer, Moderna, Johnson et Johnson et autres sont complètement libres de toute responsabilité concernant les effets indésirables? Est-ce le cas? Oui, c'est vrai, ils sont complètement libres de toute responsabilité. Donc, quand quelqu'un prend l'injection, qu'il meurt, qu'il est handicapé de façon permanente, Pfizer ne fera face à aucune pénalité ni amende. Comment ça se fait? Eh bien, je sais qu'ici, en Amérique, ils ont ce qu'on appelle la loi sur les blessures vaccinales de 1986, ou, c'est sous la loi PrEP, la loi sur la préparation et la réponse aux urgences publiques. Et sous cette loi, quand il y a une urgence, ils sont autorisés à déployer à peu près tout ce qu'ils veulent. Et si les gens sont blessés, Sans aucune responsabilité. qu'est-ce que vous avez dit? Désolé, j'ai dit sans aucune responsabilité. Oui, sans aucune responsabilité. Donc, quand il s'agit d'une urgence de santé publique, quand ils la classifient ainsi, ils peuvent déployer une contre-mesure d'urgence, c'est-à-dire des injections génétiques, des injections d'ARNM, et absolument sans aucune responsabilité. Donc, c'est une de ces lois qui doit être démantelée, car les gens devraient être tenus responsables, les grandes entreprises devraient être tenues responsables de leurs produits, et ensuite elles seront forcées de fabriquer des produits plus sûrs. Absolument. De plus, aux États-Unis, pour les individus, vous avez la loi des 3 strikes, mais vous ne l'avez pas pour les entreprises. Donc quand une entreprise tue des gens 3 fois de suite, elle ne sera pas démantelée. Personne ne va en prison, personne ne va en prison à vie, car normalement, la loi des 3 strikes stipule que vous êtes condamné à vie si vous le faites 3 fois de suite, mais eux non. Donc oui, d'accord, je voulais que cela soit déjà réglé, que notre public sache ces choses. Donc maintenant, bien sûr, au-delà des preuves anecdotiques que j'ai mentionnées, et ce ne sont pas des anecdotes, car ce sont de vraies personnes qui sont mortes, mais si nous devons éduquer ces gens en termes de sciences précises et de meilleures pratiques en matière de santé publique et de statistiques médicales, il se trouve que des études de haut niveau avec de grands échantillons ont été menées, mais aussi des études de cas. Vous allez nous montrer les deux. Et que disent-elles? Je veux dire, que voulez-vous rapporter aujourd'hui? Elles vont dire, donc d'abord, nous allons parler des autopsies, n'est-ce pas? D'abord, nous allons directement dans ces séries de cas de tous les rapports d'autopsie publiés de personnes mortes après vaccination. Ensuite, nous allons examiner les lames microscopiques des tissus affectés où ils trouvent la protéine de pointe et l'ARNM du vaccin. Et ensuite, nous allons examiner les données au niveau de la population. Cela inclut les plus grandes études de sécurité vaccinale jamais menées. Cela inclut aussi certaines des études que nous avons menées à la Fondation Macelog concernant les arrêts cardiaques. Nous allons examiner pourquoi ces injections peuvent causer des arrêts cardiaques. Vous savez, les mécanismes derrière cela et le niveau de population derrière cela. Nous allons examiner les lots. Les vaccins de certaines personnes étaient différents de ceux de leurs voisins. Donc, certains ont été plus affectés que d'autres. Et enfin, nous allons examiner la contamination par l'ADN. Donc, ces flacons de ces vaccins ont été trouvés contaminés par des séquences promotrices SV40 issues du processus de fabrication. Et donc nous allons examiner tout cela et plus encore. Eh bien, excellent. Je suppose que c'est la bonne direction. Commencer par les autopsies et les études microscopiques et l'analyse, puis passer à la population générale. Je dois rappeler à notre public qu'il a été publiquement dit, et bien sûr, nous sommes en 2025, donc les gens pourraient avoir oublié, mais il a été publiquement dit que la protéine de pointe serait produite par le corps pendant pas plus de 2 semaines, et qu'en aucun cas, elle ne finirait par être produite par le corps pendant des années,
Et aussi, il a été publiquement dit par les autorités publiques qu'elle resterait dans le bras. C'est l'expression qui a été utilisée en France. Elle resterait dans votre épaule. Elle resterait dans votre bras. Il n'y a aucun moyen que la protéine de pointe finisse dans votre cœur, par exemple causant une myocardite, ou dans toute autre situation où elle fuirait ou finirait dans votre utérus, causant aussi la stérilisation, la stérilité féminine et masculine également. Elle a fini par être trouvée dans les testicules et dans les tissus cérébraux. Donc, juste pour donner un contexte à ces données que vous allez nous montrer, D'accord. Nous allons commencer avec cette étude. C'est en fait ma toute première étude. C'était quand j'étais à l'école à l'Université du Michigan, école de santé publique. Et donc, avec cette étude, j'ai fait face à beaucoup de réactions négatives de la part des professeurs. corrigez-moi si je me trompe, c'est évalué par des pairs, n'est-ce pas? Oh, c'est évalué par des pairs. Il y a toute une histoire derrière cet article, pour être honnête. Voulez-vous que je raconte l'histoire de cet article? Oui, s'il vous plaît. Oui, absolument. D'accord. La première chose qui s'est passée avec l'étude, n'est-ce pas? Il a fallu environ 6 mois pour faire le processus de revue systématique. Cela signifie passer en revue chaque autopsie jamais publiée dans la littérature évaluée par les pairs. Et donc, nous avons publié la première version sur un serveur de prépublication. Ça s'appelait Preprints with the Lancet SSRN. C'est un serveur de prépublication. Nous l'avons mis en ligne. En environ 24 heures, il a eu environ 50 000 vues, téléchargements. Et puis, ils l'ont retiré du serveur de prépublication en moins de 24 heures. Attendez. D'accord. Je veux que notre public sache que ce n'est pas habituel d'avoir 50 000 vues pour un article scientifique. Ce n'était pas évalué par les pairs à l'époque. C'était sur une prépublication. D'accord, mais pour un article scientifique, c'est inhabituel. Mais qu'il soit retiré de preprint.org, qui est, encore une fois, ce sont des prépublications. C'est comme une archive pour tout article non mathématique, même les articles mathématiques de nos jours. Ce n'est pas censé arriver. Vous ne le retirez pas parce que c'est une prépublication. Alors, quelles raisons ont-ils invoquées pour justifier son retrait? C'est du jamais vu. Eh bien, je voulais dire une chose. Ce n'était pas preprint.org. En fait, je soutiens preprint.org. Ils ont gardé certaines de nos études en ligne, mais ça s'appelle Preprints with the Lancet. Et ça s'appelle aussi SSRN. Donc, ce sont eux qui m'inquiètent. Et leur raisonnement était que notre méthodologie ne correspondait pas à nos conclusions et ils l'ont simplement retirée. Ils n'ont pas vraiment donné d'explication réelle. Mais encore une fois, il faut se rappeler que c'est une prépublication. C'est avant l'évaluation par les pairs. C'est juste pour partager nos résultats avant qu'ils ne soient évalués par les pairs. Vous n'êtes pas censé le retirer simplement parce qu'il obtient beaucoup de vues et de téléchargements et qu'il va à l'encontre de votre agenda. Je veux dire, de plus, vous ne réalisez certainement pas les autopsies vous-même, vous ne faisiez que passer en revue la littérature disponible. Donc, il est vraiment difficile, je veux dire, de prétendre que vous auriez falsifié des données ou quoi que ce soit. Et donc, ce qui s'est passé, donc il est retiré de là, et heureusement, il y a un autre serveur appelé le serveur Zenodo. Ils vous permettent de télécharger des fichiers, donc nous l'avons téléchargé là-bas, et les gens pouvaient le lire là-bas peu de temps après. Donc nous avons contourné cet acte ridicule de censure, et ensuite il est finalement publié après une évaluation par les pairs réussis dans l'un des meilleurs journaux médico-légaux, Forensic Science International. Ceci est devenu le numéro 1, l'article de recherche le plus en vogue au monde, dans toutes les catégories de sujets, selon l'Observatoire international de la recherche. Et donc, les gens voulaient connaître des données critiques sur la sécurité des vaccins, des données critiques sur la sécurité des vaccins qui étaient injectés à tout le monde. Et puis, peu de temps après, environ quelques semaines plus tard, boum, ils rétractent l'étude. D'accord. Eh bien, pour quelle raison? Encore une fois,
Quelles raisons ont-ils invoquées pour justifier la rétractation? Oui, ils ont prétendu que notre méthodologie, encore une fois, ne soutient pas nos conclusions. Donc, ils ont prétendu la même chose. C'était deux personnes anonymes qui nous ont donné un aperçu, disant que nos références ne sont pas soutenues. Même si cela avait été évalué par des pairs, ce qui signifie que deux experts l'ont réellement lu et ont convenu, disant: regardez, cet article est en fait correct. Donc, d'accord, où cet article est-il disponible maintenant, même en tant que prépublication ou quoi que ce soit, pour que les gens puissent se faire leur propre opinion éclairée? Car après tout, encore une fois, je répète, c'est une revue d'autopsie. Vous n'avez pas effectué les autopsies vous-même. Donc, je veux dire, les données sont publiquement disponibles et votre méthodologie et vos conclusions sont transparentes. Donc, n'importe qui est libre de vérifier si vos résultats sont corrects ou non. C'est correct, c'est correct. En ce moment, il est publié dans ce que j'appelle un journal amical, Science Public Health Policy and the Law. C'est l'un des plus grands journaux maintenant dans ce que nous appelons l'espace non pharmaceutique. Ils publient beaucoup d'études très bonnes et ils ne sont pas compromis. En fait, j'ai obtenu la meilleure évaluation par les pairs que j'ai jamais eue de ce journal. Donc, super journal. Et donc, ce que nous avons fait, maintenant parlons de l'étude elle-même. Donc, nous avons collecté chaque autopsie et chaque cas d'autopsie restreinte à un organe. Cela signifie juste un organe ou une greffe. Et nous en avons trouvé 326. 326 ont reçu le vaccin, sont morts. Une autopsie a été effectuée et cela a été rapporté dans la littérature, évalué par les pairs. Donc, nous l'avons mis dans un tableau d'environ 40 pages. Chaque cas listait les résultats de l'autopsie, la cause du décès, le numéro de dose, le temps entre la vaccination et le décès. Nous avons tout listé, les vignettes cliniques, et nous avions des experts en pathologie qui ont examiné ce tableau d'adjudication massif. Pouvez-vous zoomer sur la figure 1? Donc, cela montre votre méthodologie, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, si vous pouviez le mettre en plein écran, la figure 1, zoomez assez pour qu'elle soit presque en plein écran et dites-nous en gros ce que vous avez fait. Donc, oui. Donc, vous avez cherché des autopsies dans toutes les bases de données pour essayer d'être le plus systématique possible. Et ensuite, qu'avez-vous exactement cherché dans les données? Donc, nous avons cherché un vaccin contre le Covid-19 combiné avec autopsie, vaccination contre le Covid-19 comparé à l'autisme. Nous avons utilisé le terme post-mortem. Donc, il y a toute une méthodologie de recherche et ensuite, nous avons cherché manuellement dans ce qu'on appelle la littérature grise. C'est tout ce qui n'est pas sur PubMed. Et donc, nous avons tout fouillé et nous avons tout trouvé, chaque autopsie, jusqu'à, je crois, mai 2023, le point de coupure. Et nous avons fini avec 44 études qui représentaient 326 cas d'autopsie. Donc, c'était notre méthodologie. Nous avions ces cas. Et comme je l'ai dit, nous l'avons mis dans une adjudication massive. Excusez-moi. Parlez de vos résultats alors. D'accord, donc, s'il vous plaît, guidez-nous à travers cela. D'accord, donc ce que nous avons fait, nous avons regardé quel système d'organes était affecté dans ces autopsies. Eh bien, comme vous pouvez le voir, 49% étaient cardiovasculaires. Donc, absolument, ils ont juste détruit le cœur. Est-ce normal? Était-ce principalement des autopsies américaines? Non, non. Je crois que seulement 2 d'entre elles venaient d'Amérique. Les autres étaient internationales, beaucoup venant du Japon. Nous en avions beaucoup d'Europe, certains pays d'Europe, mais oui, pas beaucoup en Amérique. Donc, juste pour nous donner une comparaison, je veux dire, ce graphique en secteur aurait-il été aussi important pour les maladies cardiovasculaires s'il avait concerné la population générale, non vaccinée ou autre? Si vous aviez juste, d'ailleurs, j'ai oublié vos chiffres finaux ici. Combien d'autopsies avez-vous examinées au final? 326. Donc, si vous aviez juste pris 326 rapports d'autopsie au hasard dans le monde entier, cela aurait donné ce graphique en secteur.
Vous savez, c'est possible, mais je ne pense pas que ce serait nécessairement le cas. Maintenant, nous savons que les décès cardiovasculaires sont, vous savez, majoritaires. Donc, il est tout à fait possible, vous savez, que cela puisse ressembler beaucoup au taux de mortalité généraux. Et donc, c'est une limitation, n'est-ce pas? Je suppose que nous n'avons pas vraiment de moyens de le savoir, car personne n'a vraiment regardé. Mais dans un sous-ensemble, dans la population de personnes vaccinées qui sont mortes peu de temps après. Oui, qui sont mortes peu de temps après, j'ai oublié de souligner cela. Oui, oui. Et nous examinerons ce graphique. Et puis, nous avons plusieurs systèmes d'organes, 7%, n'est-ce pas? Donc, c'est ce syndrome inflammatoire multisystémique. Tout leur corps s'enflamme, ils meurent d'une défaillance multi-organes. Ce n'est pas une prévalence de 7% dans la population générale. Oui, c'est exact, c'est exact. Donc, je pense que c'est différent, mais voyons, et voyons le résultat suivant ici. Donc, nous avons examiné le nombre de systèmes d'organes affectés par cas, donc la plupart du temps, c'était juste un système d'organes. Nous avons cela maintenant. Mais ce qui est clé ici, c'est qu'il faut regarder ce texte, n'est-ce pas? 240 des 326 autopsies ont été jugées comme probablement dues à la vaccination contre le Covid. Par les gens, par les médecins qui ont effectué l'autopsie, c'est ce qu'ils ont mis sur leur rapport. Sur cela, ils ont conclu qu'ils étaient significativement impactés par la vaccination contre le Covid, n'est-ce pas? Non, 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 ce n'est pas comme ça que nous l'avons fait. Et c'est ce qui était controversé. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons en fait eu 3 experts en pathologie indépendants qui ont réévalué chaque cas. Réévaluer l'autopsie? D'accord. Non, je veux dire, c'est légitime. Mais vous aviez 3 personnes indépendantes qui ont lu les rapports d'autopsie. Et ils ont dit, regardez, on dirait, d'accord, pour ce que nous savons, nous pourrions l'attribuer aussi. Et ils ont eu des négatifs. Je veux dire, ils n'ont pas tous été attribués, même si nous parlons de personnes qui sont mortes moins de 2 semaines après avoir été injectées, correct? Oui, oui. Et je vais vous dire pourquoi il est important que nous l'ayons fait. Parce que si nous avions juste pris les conclusions des auteurs, ce ne serait pas valable. Parce que beaucoup de ces autopsies ont été réalisées en 2021 avant qu'ils ne sachent. Exactement. Ils ne pouvaient pas les attribuer parce qu'ils ne savaient pas. De plus, vous aviez cette terreur intellectuelle concernant même le signalement de caillots sanguins, quoi que ce soit d'autre. Oui, c'était difficile. Je veux dire, vous aviez certains professionnels médicaux courageux qui ont signalé cela, d'où les cas de Lisa Shaw et Lord Zion, où il a été officiellement indiqué sur leur certificat de décès dès ce moment-là qu'ils étaient morts à cause des effets indésirables de l'injection d'AstraZeneca, mais c'était extrêmement difficile et décourageant de signaler Oui, autant. oui, exactement. Et ce que nous voyons ici, cependant, donc les causes principales de décès parmi les cas jugés, étaient la mort cardiaque soudaine, l'embolie pulmonaire, une crise cardiaque, la thrombocytopénie immunitaire induite par le vaccin, qui était vue avec AstraZeneca. Oh, c'est vrai. La thrombocytopénie, c'est une maladie très désagréable où vous avez comme des plaques violettes sur tout le corps. Et c'est très douloureux et très psychologiquement dommageable. Et bien sûr, ça peut être mortel. Oui, oui, une maladie très dangereuse. Et nous avons la myocardite, comme je l'ai mentionné plus tôt, le syndrome inflammatoire multisystémique et l'hémorragie cérébrale, donc un AVC. Et donc, ceux-ci sont maintenant, en quelque sorte, acceptés comme étant causés par la vaccination contre le Covid. Encore une fois, désolé d'intervenir là-dessus, mais sur la base uniquement de cette étude, seriez-vous à l'aise de dire que le rapport bénéfice-risque, je ne sais pas comment on dit en anglais, est-ce bénéfice-risque? Oui, analyse risque-bénéfice. L'analyse risque-bénéfice. Je parle vraiment pas nécessairement de l'analyse en soi, mais des affirmations. Les affirmations concernant, car lorsque ces injections étaient publiquement commercialisées, les gens étaient convaincus que leur rapport risque-bénéfice était en faveur du bénéfice, que c'était complètement positif. Maintenant, sur la base uniquement de cette étude, pas les autres que vous allez nous montrer, diriez-vous qu'il serait raisonnable de douter que l'analyse risque-bénéfice de ces injections était en leur faveur? Sur la base de cette étude, l'analyse risque-bénéfice n'est pas en leur faveur, car, et je vais expliquer pourquoi, nous avons pu conclure
qu'il y a une forte probabilité d'un lien causal entre ces vaccins et la mort. Hmm. Donc, donner un produit fatal, un produit mortel, sans l'étiqueter comme mortel, à toute la population, en particulier aux enfants, n'est-ce pas? Les enfants ici en Amérique, donner ça à des bébés de 6 mois qui ne sont même pas à risque d'une infection létale au SARS-CoV-2, leur donner un produit mortel viole complètement cette analyse risque-bénéfice, bien plus de risques que de bénéfices. Et vous verrez pourquoi avec ces autres études. Diriez-vous aussi que, selon toute la littérature que vous avez examinée, un jeune enfant est aussi susceptible qu'un adulte ou une personne âgée de développer des effets indésirables de ces injections? Habituellement, les jeunes ont plus d'effets indésirables que les personnes plus âgées. C'est très étrange. Mathématiquement, c'est désastreux, car en termes d'analyse risque-bénéfice, encore une fois, parce que la létalité du Covid pour les jeunes est extrêmement faible. Et en même temps, vous dites que leur probabilité de développer une réaction indésirable aux injections est en fait augmentée. Donc, ils sont moins susceptibles d'en avoir besoin. Mais quand vous leur donnez quand même, ils sont plus susceptibles de développer des effets indésirables. Et nous ne parlons pas d'effets indésirables bénins. Nous parlons de thrombocytopénie. Nous parlons de péricardite, myocardite et autres. C'est insensé que fondamentalement, vous ayez des jeunes qui sont moins susceptibles de développer une forme létale de Covid-19 et en même temps, ils sont beaucoup plus susceptibles de développer des effets indésirables. Donc, il n'était absolument pas dans leur intérêt de recevoir ces injections. Pourtant, en Europe, elles ont été prescrites. Il a été dit que les enfants devraient recevoir ces injections, surtout parce que vous aviez des campagnes de communication affirmant qu'ils tueraient leurs grands-parents s'ils ne les recevaient pas. Donc, vous aviez ce genre de chantage qui était soit délibéré, soit par pure ignorance ou pure négligence, a finalement conduit à ce que ces enfants soient injectés alors que l'analyse risque-bénéfice n'était absolument pas en leur faveur, correct? C'est absolument correct. C'est absolument correct. Et c'est juste terrible, vous savez. Donc, regardez la figure 4 ici. C'était le temps entre la dernière administration du vaccin et le décès. Donc, comme vous pouvez le voir, une grande majorité des cas, oui, ils sont morts dans la semaine suivant l'injection, donc la temporalité est complètement respectée, donc nous savons que ces injections peuvent tuer. Et c'est ce que cette étude a prouvé. Et vous savez, les produits mortels, Aurions-nous pu le savoir? Je veux dire, ces autopsies ont été publiées sur une longue période. Je suppose, à votre avis, vous n'avez pas nécessairement besoin de revenir aux données et de me le dire, mais à quel point aurions-nous pu le savoir tôt? nous aurions pu le savoir. En fait, Pfizer le savait début 2021, peu de temps après avoir déployé l'injection d'ARNM. Il y avait quelques milliers de décès dans leurs propres documents qu'ils examinaient, les événements indésirables qui leur étaient signalés. Et il y avait beaucoup de décès. Et donc ils le savaient tôt, mais ils ont refusé d'agir en conséquence. Donc c'est ce qui est profondément préoccupant à ce sujet. C'est horrible. Donc oui, passons à l'étude suivante. Donc cette étude, je ne vais pas trop m'y attarder. C'est en fait un sous-ensemble de cette première étude d'autopsie. C'était uniquement les cas d'autopsie de myocardite et nous avons en quelque sorte zoomé là-dessus. Oui. Donc, c'est un tissu cardiaque d'une personne vaccinée. Et vous voyez ce rouge-là? C'est là où se trouve la protéine de pointe. Et donc, ils l'ont teinté. Ils ont utilisé une méthodologie pour que vous puissiez voir où était la protéine de pointe. Permettez-moi, si je puis, de faire un peu de vulgarisation scientifique là-dessus. Oui, d'accord. Donc, vous avez ces protéines de pointe teintées décorées
Mais je veux dire, le timing est décalé parce que, encore une fois, les gens ont publiquement prétendu que c'était impossible. Donc, je regarde une image impossible. Je regarde quelque chose qui n'était pas censé arriver, car on nous disait que la protéine de pointe resterait dans le muscle de l'épaule où les injections seraient administrées. Et eh bien, on dirait que non. Oui, oui, elle n'est pas restée dans le bras, elle est allée directement dans le tissu cardiaque. Et c'est ce que la prochaine diapositive va montrer, c'est la biodistribution. La biodistribution. Hmm. Donc c'est une étude que nous avons publiée l'année dernière et nous avons examiné toute la littérature. Cela va juste donner un bref aperçu de là où nous pensons sur la base des études sur les animaux, où vont ces injections, car ils ne les ont jamais testées sur les humains. Donc nous ne savons pas où l'ARNM est allé. Mais sur la base d'une biodistribution putative, où nous supposons qu'il va chez les humains sur la base des données, c'est partout, n'est-ce pas? Cerveau, ganglions lymphatiques, foie, organes reproducteurs, le cœur, c'est évidemment confirmé. En fait, le cerveau est confirmé aussi. Glandes surrénales, nous y reviendrons dans une seconde. Poumons, et oui, la peau. Même la peau, waouh! Et encore une fois, nous devons rappeler aux gens que la protéine de pointe est hautement inflammatoire, hautement toxique, et que vous avez de l'ARNM codant pour elle qui est trouvé dans tous ces tissus. Et encore une fois, ceci est basé sur des modèles de souris, sur des modèles murins, mais il n'y a aucune raison de croire que ce n'était pas le cas chez les humains, car cela est corroboré par les autopsies. Et donc, encore une fois, ce n'est pas de la fantaisie, c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il y a ici? C'est ce qui se passe. Donc, ceci est sorti il y a quelques mois, et ils ont injecté des souris avec des injections d'ARNM par voie intramusculaire, et cela est allé dans chaque système d'organes. C'est un peu flou ici, mais ils l'ont mesuré. Ils ont décoré soit l'ARNM, soit la protéine de pointe, encore une fois. Où était-ce l'ARNM? Et ils ont constaté qu'il se diffusait et qu'il était présent dans à peu près tous les tissus. Oui, ils ont suivi l'ARNM, il est allé dans tous les tissus, et ils ont détecté la production de protéines de pointe. Oui, l'ARNM était absorbé et traduit en protéines de pointe dans la plupart des tissus. C'est criminel. C'est absolument criminel. Dans tous les tissus, donc ils ont confirmé. Oui, et ensuite, nous avons ces deux-là. Celle-ci était avant qu'elle ne sorte, ou peut-être pas avant, peut-être un an environ après, mais tôt, ils l'ont testé sur des souris. Le Japon l'a fait, l'Australie l'a fait, TGA point gouvernement, et ils ont constaté que ça allait dans chaque système d'organes chez les souris. Pouvez-vous être si aimable de zoomer sur la biodistribution colorée, celle à droite? D'accord, c'est l'étude japonaise. Oui, celle-ci. Oui, donc moelle osseuse, waouh, glandes surrénales, reins, cœur, ganglions lymphatiques, ovaires avec une très forte présence. Donc encore une fois, le code couleur concerne l'intensité de la présence. Donc quand c'est noir-bleu, cela signifie une très forte présence. Sang total, plasma, rate, encore une fois, je ne devrais pas voir ça. On m'a dit par les autorités publiques que cela ne se produirait jamais. Oui, ils ont dit que ça reste juste dans le bras, mais malheureusement, évidemment, ça va partout. Donc, c'est une préoccupation sérieuse que nous avons, et ils ne reconnaissent toujours pas que ça va partout. Et donc maintenant, nous allons voir d'autres choses. Donc, nous avons examiné ceci, n'est-ce pas? Nous avons examiné cette diapositive. Et c'était la première preuve. C'était chez quelques patients, mais cela montrait vraiment, et ensuite vous l'avez bien sûr croisé avec des modèles de souris murins. Et cela montrait que, encore une fois, votre extrapolation de la biodistribution des souris, où c'était le cas pour le corps humain, était logiquement confirmée par la présence dans les tissus cardiaques. Oui, c'est correct. Et cette étude de Crossen et collègues a en fait trouvé l'ARNM directement dans le cœur, donc ils l'ont trouvé,
Et c'est chez des personnes avec une lésion myocardique qui sont mortes quelques jours après la vaccination. Et oui, PCR positif dans leur ventricule gauche et droit, juste terrible. Donc, nous savons que l'ARNM y va, il est physiquement détecté, donc ARNM ici, pointe ici, il produit, donc vos cardiomyocytes produisent des protéines de pointe. Et ensuite, nous avons ici un article de Morse et un gars avec une encéphalite, une myocardite, donc en gros, une dysfonction multiorganique en cours. Ils ont également trouvé la protéine de pointe dans son cerveau, dans son cœur, en fait, partout. Encore une fois, c'est une confirmation physique, c'est là. Et ensuite, nous avons ceci. Restez, s'il vous plaît. Pouvez-vous rester sur la figure précédente? Oui, parce que cela aussi, d'accord, le rapport de cas dit que c'est une encéphalite nécrosante multifocale. Donc parce que les gens pourraient vous dire, bien sûr, ils auraient tort, mais ils pourraient vous dire, regardez, d'accord, nous savons, nous voyons que cet ARNM est bioaccumulé dans ces tissus et la protéine de pointe est traduite à partir de cet ARNM. Mais peut-être que tout cela va être asymptomatique. Maintenant, ce rapport de cas dit à peu près le contraire. Il dit, regardez, nous avons bien une encéphalite nécrosante et une myocardite après ces vaccinations. Donc, Donc c'est dans le cerveau des gens, c'est dans leurs glandes surrénales, c'est dans leur hypophyse. ce n'est pas du tout asymptomatique, c'est tout ce que nous devons savoir. Et c'est une autre étude japonaise. J'aime comprendre que les Japonais sont un peu plus libres de rapporter sur les effets indésirables des vaccins contre le Covid. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de bonnes études japonaises publiées au cours des 3 dernières années à ce sujet. Oui, il y a eu beaucoup d'études. Il y a eu beaucoup d'études par les Japonais et ils ont regardé dans les organes des personnes qui meurent. Et malheureusement, c'est ce qu'ils ont trouvé. Ils trouvent toujours la protéine de pointe à peu près partout. C'est dans le cerveau, encore une fois. Nous voyons le thalamus et le pont. Si vous pouvez zoomer sur l'image précédente, s'il vous plaît. Oui, ici, thalamus et pont. Et encore une fois, sont-ce des ARNM décorés ou des protéines de pointe? Protéines de pointe. Oui, d'accord. Et ils ont bien sûr utilisé le tissu pulmonaire comme contrôle. Et encore une fois, je ne peux pas assez insister sur le fait que cela ne devrait pas se produire selon les déclarations publiques des responsables de la santé publique dans de nombreux pays. Et pourtant, c'est évalué par des pairs, et pourtant, c'est publié par des équipes sérieuses montrant que la protéine de pointe est produite des mois après les injections. Et ce n'est certainement pas dans le bras. Oui, oui. Et comme vous l'avez mentionné, le Japon, c'est une autre étude qui vient de sortir du Japon. Encore une fois, je veux dire, c'est le Journal of Clinical Neuroscience. Donc, nous ne parlons pas d'un journal quelconque ou d'une usine de publication. C'est un journal de premier ordre qui peut faire ou défaire des carrières. Et ils ont publié cela. Oui, oui. Et ils ont trouvé chez les patients victimes d'AVC hémorragiques, 40% d'entre eux produisaient de la protéine de pointe dans leurs artères cérébrales. Eh bien oui, ils produisaient de la pointe. Cela confirme. Donc c'est un grand sous-ensemble de patients. Donc cela confirme cette biodistribution humaine dans tous les systèmes d'organes. Et oui, ils l'ont trouvé chez les patients victimes d'AVC, accompagnés de cellules immunitaires CD4 et CD8. Donc cela signifie que le corps n'aimait pas la protéine de pointe dans le cerveau. Il attaquait en quelque sorte son propre tissu cérébral. C'était probablement ce qui contribuait à ces AVC. C'était hautement inflammatoire. Oui, hautement inflammatoire. Donc ils ont examiné tous ces cas. Voyez la protéine S ici. C'est la pointe quand ils voient ce vert ici. Et ensuite, ils ont regardé les contrôles et ils ont fait tellement de choses. Je veux dire, c'est tellement à examiner aujourd'hui. D'accord. Et leurs conclusions sont qu'en effet, il y a des preuves que la protéine de pointe est produite par tant de tissus différents. D'accord. Eh bien, je suppose qu'une autre fois, nous vous recevrons
Nous discuterons maintenant des grands ensembles de données avec la population générale, mais ceci, je veux dire, en conclusion, est déjà à couper le souffle et pas de la bonne manière, que nous ayons été mentis à ce point. Et bien sûr, en tant que professionnel de la santé publique, vous avez également examiné des travaux sur la population générale avec plus de 300 000 patients. Il y a eu beaucoup d'études italiennes publiées. Eh bien, nous les examinerons une autre fois. Mais ceci est déjà, comme disent les Britanniques, sidérant. Et cela devrait être une cause d'indignation, car en fait, il ne devrait pas être interdit de mentir au public à ce point. C'est déjà interdit. Cela viole les statuts de l'homme, comme on dit dans à peu près tous les pays de l'hémisphère nord, et je suis presque sûr dans à peu près tous les pays du Sud également, qu'on nous ait dit que cela restait dans le bras, et ce n'était pas le cas. Et qu'on nous ait dit qu'il n'y avait aucun effet indésirable. Et qu'on nous ait dit que la protéine de pointe ne pouvait pas être produite après un long moment. Et bien sûr, elle l'était. Et ceci est évalué par des pairs. Je veux dire, nous ne parlons pas du blog Happy Conspiracy Series de Winchester ou quoi que ce soit. Nous parlons de publications évaluées par des pairs de haut niveau. Et il y a, je veux dire, on nous a demandé de faire confiance à la science, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la science. C'est la science. C'est ce que nous devrions croire. C'est une science évaluée par des pairs, par des équipes de premier plan, dans des journaux de premier plan, et tout concorde au fait qu'on nous a menti. Donc bien sûr, ces gens n'ont pas l'autorité pour poursuivre, n'ont pas l'autorité pour émettre des assignations et s'assurer que les personnes responsables de ces mensonges, qui ont mis en danger la vie de virtuellement des milliards de personnes dans le monde, car plus de 4 milliards de personnes ont été injectées, 2 doses avec celle-ci, que ces gens soient assignés. Bien sûr, ce n'est pas la responsabilité de ces équipes japonaises ou de la fondation Maculug, même si j'espère vraiment que la fondation Maculug sera citée et mentionnée dans d'autres audiences à ce sujet, car ceci, je veux dire, le terme juridique qui me vient après avoir vu les preuves que vous avez eu la gentillesse de nous montrer est crime contre l'humanité. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tapé dans le mille. Crime contre l'humanité. Donc, tout votre public, tous ceux qui regardent, vous venez de voir des composants vaccinaux, de l'ARNM et de la protéine de pointe produite dans les organes vitaux des humains qui sont morts de ces injections. Donc, vous l'avez vu de vos propres yeux. C'est là. Les gouvernements doivent le reconnaître et ils devraient s'excuser auprès de leurs citoyens pour avoir poussé cela, et même l'avoir rendu obligatoire dans de nombreux cas avec des passeports vaccinaux sur leur population innocente et malheureusement causé tant de tort. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Holscher pour cela. Vous êtes titulaire d'un master en santé publique. Je devrais penser à rappeler à nos amis européens que c'est l'un des masters les plus reconnus. Vous auriez donc pu avoir une carrière très lucrative, en fait, en travaillant pour certaines des plus grandes entreprises pharmaceutiques responsables de ce désastre. Eh bien, au lieu de cela, vous avez décidé de servir le peuple. Et nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour ce que vous avez fait. Nous avons hâte de vous recevoir à nouveau dans l'émission. Nous avons hâte, nous recommandons aux gens de vous inviter dans leurs émissions. Je pense à Redacted, Clayton et Nathalie Morris. Ils ont une émission de premier plan aux États-Unis où vous devriez absolument aller. Peut-être Candace Owens, je ne sais pas, ou peut-être toute autre émission avec laquelle vous seriez en phase. L'expérience Joe Rogan serait bonne à bien des égards et je pense que vous n'avez pas encore été invité dans cette émission, mais quoi qu'il en soit, ça a été un honneur d'avoir votre présentation et de montrer ces preuves avec vous. Vous avez été extrêmement professionnel et je suis presque sûr que notre public est reconnaissant de vous avoir eu dans l'émission. La tradition ici est que nous donnons le dernier mot à la personne invitée. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci pour ces mots aimables. Et je veux juste transmettre un message de positivité, n'est-ce pas? Il y a tellement de négativité maintenant. Vous savez, les gens sont tellement en colère contre leur gouvernement pour avoir poussé ces produits, pour
Le fiasco de la pandémie, pour les confinements, les gens sont tellement furieux. Mais je pense que la majorité des gens, une majorité de gens dans le monde, réalisent la fraude et les crimes qui ont eu lieu. Et il y a eu ce que l'on pourrait appeler un réveil massif de ce qui se passe vraiment. Et donc, je pense que nous pouvons avoir un avenir vraiment positif si nous continuons à dire la vérité. Nous ne cédons pas au mandat, nous ne cédons pas aux absurdités et nous rejetons tout autre produit génétique obligatoire qui nous serait imposé. Et je pense que nous pouvons avoir un avenir vraiment positif. Nicolas Holscher, merci beaucoup. Merci.